Bonjour et bienvenue sur Monaco Info. Découvrons ensemble les titres de ce journal. Suite de notre série de reportages consacrés au déplacement officiel du prince souverain et de son épouse, la princesse Charlène, en Pologne. Après avoir quitté Varsovie, ils ont rejoint Cracovie. Retour sur le petit déjeuner conférence sur le thème risque pays, analyse et opportunités des entreprises qui a eu lieu au Yacht Club ce jeudi. Et puis nous participerons avec les pompiers à un plan de secours après l'incendie d'un train. Et nous finirons cette édition avec la remise des prix du coup de cœur des lycéens. Suite de notre série de reportages sur le déplacement du prince souverain et de son épouse, la princesse Charlène, en Pologne. Avant de se rendre sur le site du camp de concentration à Auschwitz-Birkenau, le couple était à Cracovie. Sandrine Nègre et Lionel Bernardi ont suivi cette visite pour vous. Leurs Altesses Sérénissimes, le prince Albert II et la princesse Charlène poursuivent leur déplacement officiel en Pologne. Après avoir quitté Varsovie, le couple princier a rejoint la ville de Cracovie. Et avant de se rendre au cœur de la vieille ville, le prince et la princesse sont reçus à l'hôtel de ville par le maire en présence du vice-président de Cracovie. Volet historique et culturel ensuite, avec la découverte du château situé sur la colline de Wawel. Une colline qui serait, selon la légende, chargée d'énergie positive. Le château, quant à lui, abritait autrefois les membres de la royauté. La visite permet en quelques secondes de se retrouver projeté dans l'histoire de la Pologne, à travers ses styles, médiéval, renaissance, gothique, romanesque, qui attirent d'ailleurs de nombreux professeurs et leurs élèves. À quelques mètres, la cathédrale est en passe de devenir une toute jeune millénaire. Cracovie, une ville chargée d'histoire, donc hautement culturelle, et qui a d'ailleurs été la première ville polonaise à devenir une capitale européenne de la culture en l'an 2000. Un peu plus bas, la crypte de la colline Wawel abrite quant à elle les tombeaux des rois, des reines et celui du couple présidentiel décédé en 2010. Il est difficile de parler d'histoire ici sans visiter l'église Marlaki sur la place du marché qui renferme une merveille artistique de Weizstost. Volet environnemental à présent avec la découverte de l'université Jagiellon où la science a beaucoup d'importance, la deuxième plus ancienne université d'Europe de l'Est après celle de Prague. Bâtie en 1364, elle a vu notamment étudier sur ses bancs un futur pape, Jean-Paul II. Au cœur de la bibliothèque, le prince Albert II met l'accent sur des thèmes qui figurent parmi les priorités de sa fondation, la lutte contre les changements climatiques et le recours aux énergies renouvelables. Eh bien écoutez, parce que c'est d'abord une des problématiques les plus importantes pour notre planète et du siècle actuel, parce que c'est un problème sur lequel le prince se sent particulièrement concerné, et puis parce que aussi dans une certaine mesure il y avait un petit message à destination de nos amis polonais qui de ce point de vue ont des politiques énergétiques qui ne sont pas tout à fait en coïncidence avec celles que l'on peut espérer justement pour la sauvegarde de la planète. Et à l'issue de cette conférence, ce n'est pas Chopin, musicien polonais, qui était à l'honneur, mais Beethoven avec l'hymne à la joie, hymne européen. L'examen du budget rectificatif de l'État pour 2012 s'est achevé jeudi soir au Conseil national après 3 jours de débat. Ce budget a été voté à l'unanimité par les conseillers nationaux. Je vous propose tout de suite d'entendre la réaction du ministre d'État recueillie quelques minutes après le vote. Le gouvernement se réjouit d'abord du vote à une très large majorité du budget rectificatif. Le Conseil national a donc partagé les analyses, dans sa majorité, a partagé les analyses du gouvernement. Ce budget rectificatif 2012 est une étape vers le retour à l'équilibre absolu de nos finances publiques. Il est marqué par une progression notable des recettes et une réduction importante du déficit du budget, 35 millions d'euros au lieu des 57 millions votés au budget prohibitif. Si même on enlevait la provision pour l'hôpital de 40 millions, ce budget serait en excédent de 5 millions. Ce vote est le fruit du consensus qui est prévu dans la Constitution entre le Conseil national et le gouvernement.
Comme je le disais, c'est une étape vers le retour absolu à l'équilibre budgétaire. Nous allons poursuivre ce chemin sans sacrifier ni les investissements, ni le modèle social monégasque. Et je crois que dans un contexte économique si incertain au plan international, nous devons tous nous réjouir que Monaco puisse assurer aux Monégasques, aux résidents, à ceux qui viennent travailler à Monaco, un niveau de vie qui reste incomparable. On passe à l'économie à présent. Jeudi matin a eu lieu au Yacht Club de Monaco un petit déjeuner conférence sur le thème risque, pays, analyse et opportunités des entreprises. Plus d'explications avec Frédéric Elion. Depuis 6 années, à raison d'une fois par an, la Chambre de développement économique de Monaco organise, en partenariat avec la Banque populaire Côte d'Azur, une rencontre pour faire le point sur les tendances de l'économie mondiale et évaluer les risques et les perspectives d'investissement des entreprises. Le but, c'est d'apporter du soutien à nos sociétés, dans le sens où une grosse majorité de nos entreprises œuvrant dans le commerce international, dans le négoce international, travaillent dans des pays qualifiés de difficiles. La COFAS permet d'analyser les risques pays et donc nous donnons l'information aux sociétés, les informations macroéconomiques de gestion de risques principalement. Au niveau des partenaires, nous œuvrons principalement avec la BPCA et cette année également avec Gramaglia, qui également disposent d'outils qui leur permettent d'analyser ces risques internationaux. Et encore une fois, ce sont avec ces deux organismes à Monaco que nous travaillons sur cet événement. Et pour prévenir et évaluer ces risques, la société COFAS explique aux entreprises les perspectives économiques pays par pays sur les grands secteurs d'activité afin d'aider les exportateurs. On a un système d'évaluation effectivement des risques, mais on délivre bien des garanties entreprise par entreprise, acheteur par acheteur. Donc notre rôle, c'est la prévention des risques, c'est le pilotage, c'est aider une entreprise exportatrice à savoir sur quelle entreprise elle peut aller, sur quelle il faut mieux être prudente et limiter son exposition. Rappelons que le commerce international est un secteur phare de l'économie en principauté, puisqu'il représente un quart du PIB de Monaco. Un exercice de grande envergure a eu lieu dans la nuit de jeudi à vendredi dans le tunnel de la gare ferroviaire de Monaco. Il s'agissait de mettre en œuvre un plan de secours après l'incendie d'un train à quelques centaines de mètres de la gare. Le reportage de Patricia Navarro. Minuit 45, vendredi 19 octobre, l'alerte est donnée. Un train en provenance de Menton est à l'arrêt dans le tunnel ferroviaire de Roquebrune. Quelques minutes plus tard, un incendie se déclenche, des fumées apparaissent. Les sapeurs-pompiers de Monaco et des Alpes-Maritimes sont immédiatement mobilisés. Le scénario, qui se joue à proximité de la gare, est un exercice grandeur nature, destiné à tester un plan binational franco-monégasque en cours d'élaboration, un plan d'intervention en cas de sinistre dans le tunnel de la gare, long de 6 km. Le but de cet exercice, c'est de vérifier les hypothèses de ce plan, notamment dans le déclenchement de l'alerte et après dans l'engagement des moyens monégasques et français et dans la transmission du commandement des opérations. Au quotidien, les équipes de sapeurs-pompiers monégasques et françaises ont déjà l'habitude de travailler ensemble. Les missions sont fréquentes. Les moyens techniques sont importants, mais au-delà de ça, ce qui me paraît le plus fort, le plus important, c'est l'entraînement, l'aguerrissement des sapeurs-pompiers. Et surtout également aussi l'habitude de travailler avec les homologues français de part et d'autre pour pouvoir intervenir le plus efficacement en cas de sinistre. Et c'est, je crois, l'élément essentiel que l'on doit retirer de cet exercice. Les moyens humains et matériels déployés dans la nuit de jeudi à vendredi étaient particulièrement importants. L'exercice a notamment permis de mettre en avant le haut niveau de technicité des appareils des sapeurs-pompiers de Monaco, dont certains ont été repensés et équipés par les hommes de la compagnie monégasque. Sur le plan humain, on a nous engagé à peu près une quarantaine d'hommes, en plus des effectifs qui, eux, sont en garde en caserne, ainsi qu'une cinquantaine d'hommes des Alpes-Maritimes. Les moyens sont les moyens spécifiques, donc la chenillette qui permet effectivement de transporter 5 hommes directement avec des moyens d'incendie et qui permet de circuler sur les rails à partir d'un enraillement qui s'effectue aux extrémités du tunnel. Et ensuite vous avez vu 2 petits engins qui sont des quads à 4 roues qui ont été modifiés par la compagnie, par les ateliers de la compagnie, de manière à pouvoir les rendre, je dirais, mobiles sur les rails.
Une réunion de bilan sera organisée à la mi-novembre et le plan binational franco-monégasque d'intervention en cas de sinistre dans le tunnel de la gare devrait être prêt d'ici la fin de l'année. Il sera alors signé, vraisemblablement courant décembre. 72 élèves ont l'honneur d'attribuer le prix du coup de cœur des lycéens. 13 romans sont actuellement en compétition. Chaque livre répond aux mêmes critères de ceux de la bourse de la découverte de la Fondation Prince Pierre. Et les explications avec Vanessa Dessy. 13 romans et 72 jurés, le prix du coup de cœur des lycéens doté d'un montant de 6 000 € sera décerné dans tout juste un an par des élèves de la Principauté. Il s'agit d'une sélection de livres basés sur les critères de ceux de la bourse de la découverte de la Fondation Prince Pierre. Le prix récompense un auteur de moins de 40 ans, d'un premier roman et prometteur aux yeux des jeunes lecteurs. Les professeurs de français, quant à eux, n'ont pas vraiment eu besoin de motiver les élèves à un tel projet. Ce projet est particulièrement enthousiasmant et je dois dire que depuis 3 ans, ils répondent quand même avec plaisir à ce genre d'initiative et ils se sentent investis d'une mission parce qu'ils sont responsabilisés. Ils vont remettre quand même un prix de 6 000 € à un auteur et donc c'est quand même un projet fédérateur au sein d'une classe. Ensuite, ils se retrouvent plusieurs fois, les 72 élèves, pour débattre de leur choix et c'est un projet qui les motive quand même. Ce qui m'a motivée, c'est le fait de lire parce que j'adore lire déjà. Et le deuxième fait, c'est rencontrer d'autres personnes pour pouvoir mettre en commun nos idées et les arguments qu'on pourrait avoir. Cette opération est née d'une collaboration entre la Fondation Prince Pierre et la Direction de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Les élèves des FNB, du lycée technique et hôtelier et du lycée Albert Ier devront donc s'entendre pour élire le roman gagnant, des discussions qui s'apprêtent à être houleuses. Ça, ils ont beaucoup de mal, le choix démocratique a beaucoup de mal à se faire entendre. Mais donc au mois de juin, ils vont devoir élire par exemple 4 romans finalistes. À ce moment-là, parmi les 72 élèves, il y a des débats assez animés. Ils y arrivent. Ils y arrivent et il y a un lauréat au mois de septembre. Donc un roman qui émerge après de âpres discussions. Rendez-vous donc en octobre 2013 à la salle Garnier pour connaître le grand gagnant lors de la cérémonie de proclamation des lauréats de la Fondation Prince Pierre. Thérèse Horry, plus connue sous le nom de la Mama africaine en Côte d'Ivoire, fait escale en Principauté. Le club des résidents étrangers monégasques l'a accueillie pour célébrer ses 10 années de collaboration avec l'association Monaco Aide et Présence. Un reportage de Léa Bélante. Depuis des années, Thérèse Horry mène des actions en Côte d'Ivoire grâce à son ONG. D'abord dans les assurances, puis responsable d'une agence de voyage. C'est finalement en aidant les populations en détresse que la Mama africaine se sent le mieux. Elle ne cesse de secourir le pays et ses habitants, notamment en réhabilitant des structures sanitaires. Depuis 10 ans, elle travaille en étroite collaboration avec l'association Monaco Aide et Présence qui l'aide à financer ses actions. Il m'aide à construire. J'ai construit des écoles maternelles et 5 cantines. J'ai fait des foyers féminins et en ce moment là je pense avoir la chance de repartir avec un foyer féminin à faire dans la région de Nation. Et moi j'estime que toutes ces filles et même des garçons, dans mes foyers féminins j'ai des garçons, on leur apprend un métier, donc la couture, la coiffure, l'alphabétisation, parce que j'estime que tout le monde doit parler français, écrire et savoir lire et écrire. C'est la base de ma vie là dans ma bataille sur tout le territoire ivoirien. Thérèse Horry gère tout, du financement à la construction. Elle établit les devis et récolte les fonds des donateurs et des associations. Sur place, elle se charge de tous les achats dont elle a besoin pour construire une école, par exemple. Elle surveille de près l'évolution des projets et surtout forme les habitants à un métier pour qu'ils puissent devenir autonomes. C'est pas la peine d'envoyer de l'argent, ça sert à rien d'envoyer des millions dans les ministères et ainsi de suite. Il faut faire des projets sur place, motiver les villageois, motiver les chefs coutumiers, puisqu'on a encore beaucoup de chefs coutumiers parallèlement à l'administration normale de Côte d'Ivoire. Les chefs coutumiers, les chefs de village, il faut les motiver pour faire marcher leur village eux-mêmes. C'est pas la peine de faire des centaines de millions. Moi, je vois quelquefois des coopérations françaises, coopérations allemandes qui envoient 200 millions, 300 millions, 500 millions. Je suis folle parce que ce serait beaucoup mieux de donner à des gens qui sont sur le bas, sur le tas, et qui suivent les projets pour réaliser des petits projets. Grâce à sa collaboration avec l'association Monaco Aide et Présence, Thérèse Horry et son ONG réalisent environ 1 à 2 projets importants par an. La Mama africaine s'impliquera sans doute encore longtemps dans l'action humanitaire, le moteur de sa vie.
Quel temps fera-t-il ces prochains jours? La réponse tout de suite avec la météo. Samedi, le ciel sera très ensoleillé en début de journée et l'apparition de quelques nuages se fera en cours d'après-midi. Des températures douces pour la saison, comptez 17 pour les minimales et 23 pour les maximales. Dimanche, le temps sera plus incertain que les jours précédents et un risque de pluie est à prévoir en fin de journée. Lundi, le ciel gris du matin s'effacera pour laisser place à un beau ciel bleu l'après-midi. Mardi, le temps sera très doux et très ensoleillé. Je vous propose de terminer cette édition avec une petite pause culinaire. Retrouvez tout de suite votre magazine Monacook qui se rend cette fois dans les cuisines du Novotel. Au revoir.